Sans tarder, je vais céder la parole à Bernard Gagné, président du CAUE, pour le lancement de cette soirée, pour qu'il nous explique aussi pourquoi le prix Aperçu nous réunit ce soir. Merci, bonsoir à vous tous, monsieur le président du conseil départemental. Voilà, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux de Loire-Atlantique Développement. Vous savez que dans ces locaux, c'est une ambition partagée finalement pour créer le cadre de vie des habitants, mais aussi des entreprises, de ceux qui travaillent, etc., sur l'ensemble du département. Et je voudrais aussi remercier tous les participants qui sont ici présents et tous les candidats qui ont répondu à l'appel à projet qui a été lancé en avril et qui a mobilisé 200 professionnels, des maîtrises d'ouvrage associatifs, publics ou privés. Donc un monde important qui a répondu finalement à ce prix Aperçu. Je voudrais saluer aussi, et nous en sortons il y a quelques instants, les membres du conseil d'administration du CAUE, donc du conseil pour l'aménagement, l'urbanisme et l'environnement. Je décline bien sûr le CAUE, qui a été transformé en jury le 25 sous la présidence donc de M. Laurent Terry. Et au cours de cet échange, au cours de ce CA, de ce jury, il y a eu vraiment des échanges très intéressants et passionnants sur les 30 projets qui étaient proposés finalement à ce jury des membres du CAUE. Le prix Aperçu 2017, c'est important parce qu'il correspond à un anniversaire. En effet, c'est le 40e anniversaire de la loi de 77 qui a créé finalement les CAUE. Je voudrais aussi, bien sûr, c'est beaucoup de remerciements, mais remercier particulièrement les élus du département et notamment son président pour la subvention spéciale qui a été attribuée pour pouvoir organiser cette manifestation des prix Aperçus. Saluer, et j'en profite aussi pour la présenter, c'est la directrice du CAUE, Madame Delphine Lenné-Delaunay, qui depuis le 2 novembre est la nouvelle directrice donc, du CAUE de Loire-Atlantique. On l'applaudit. Voilà, je vais laisser la parole à M. Jean Violo, qui est sociologue, qui va présenter la soirée. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Et puis, j'adresse déjà des félicitations à ceux qui auront obtenu un prix ce soir. Par avance. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jean-Yves Violo, je suis sociologue et professeur à l'école d'architecture voisine. Et donc, je suis chargé d'animer ce soir nos débats, puisque chaque remise de prix coïncidera avec un petit dialogue, un petit entretien d'une quinzaine de minutes environ avec le lauréat, ou les lauréats. Alors, le prix, en effet, on peut le voir comme un marqueur de valeur, souvent injuste, parce que qui dit marqueur de valeur pour les uns, eh bien, dit absence pour les autres, puisqu'on ne peut pas récompenser tout le monde, donc c'est toujours issu d'une forme de simplification. Le prix, et en même temps, le prix s'installe dans la durée, et c'est par une sorte de collection accumulée qu'il commence à faire exemplarité, et puis qui permet aussi d'échapper au flux des jours et de l'actualité, pour se souvenir d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments ayant marqué une année ou un couple d'années, comme ce sera le cas pour le prix Aperçu. Et puis, cette exemplarité, c'est l'idée de présenter les bons exemples. Et il me semble, peut-être les gens du CAUE me contrediront, mais que ça fait partie de leur mission de conseil, n'est-ce pas? Donc le prix prend tout son sens dans ce cadre-là. Et puis il agit aussi comme une sorte d'accélérateur de perception par la collection de bonnes réalisations. C'est ce que nous allons essayer de montrer ce soir avec Christophe. D'abord, dans un premier temps, qui va nous présenter, Christophe Boucher, les modalités d'organisation du prix et puis les réalisations sélectionnées. Oui, bonsoir. Donc un petit rappel très rapide de la manière dont fonctionne cette opération Aperçu. Elle fonctionne sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'en début de l'année 2017, le CAUE a écrit à toutes les communes, à toutes les intercommunalités, aux bailleurs sociaux et à tous les professionnels, architectes, urbanistes et paysagistes exerçant en Loire-Atlantique pour leur demander de nous proposer des réalisations récentes. Récentes, ça veut dire achevées en 2015 et 2016 pour l'architecture, achevées entre 2012 et 2016 pour les opérations d'aménagement d'espaces publics. Pourquoi on donne 5 ans? Parce que souvent, maintenant qu'il y a des parties végétalisées,
réalisations ont besoin d'un petit peu de temps pour mûrir, pour devenir lisibles. Il faut que la végétation pousse. Voilà, donc nous avons reçu 180 propositions, très très variées, avec un niveau général de très bonne qualité. L'équipe du CAE s'est réunie pour choisir parmi ces 180 réalisations 30 opérations que nous avons décidé de publier. Vous verrez tout à l'heure sous la forme d'une exposition itinérante qui sera proposée dans l'année 2018 à tous les établissements d'enseignement, aux médiathèques, aux communes qui auront envie à un moment donné dans leur programmation de faire un coup de projecteur sur l'architecture ou sur l'espace public. Et puis sous la forme d'une publication qu'on vous donnera tout à l'heure et qui sera largement diffusée aussi au cours de l'année 2018. Donc ces 30 opérations, on les a choisies, vous allez voir, je vais vous les présenter très rapidement, mais en panachant un petit peu tous les types d'écriture architecturale, tous les types de programmes, tous les types de budgets au mètre carré, et puis tous les types de sites géographiques pour montrer que la qualité, elle est partout. Elle n'est pas que dans les grandes métropoles ou qu'avec des budgets très élevés. Elle peut se trouver dans des tout petits projets. On a un projet, vous verrez, de 26 mètres carrés. Donc il y a un petit peu de tout. Ce que je voulais juste dire, c'est que les 30 qu'on a sélectionnées, c'est celles que nous avons préférées en tant qu'équipe CAE. Il y a un choix CAE, esprit CAE. On aurait pu en prendre 30 autres, tellement la qualité globale était bonne. Il se trouve que ce sont ces 30-là, c'est le côté injuste dont parlait Jean-Louis Violo tout de suite, mais on aurait pu en prendre 30 autres, tellement il y a beaucoup maintenant un bon niveau de qualité, que ce soit pour des maîtres d'ouvrage publics ou pour des maîtres d'ouvrage privés. Voilà, donc je vais vous les présenter très très rapidement, c'est-à-dire 30 secondes par opération, juste pour que vous ayez un ordre d'idée sur ces 30 opérations. Alors voilà, Bouvron, le pôle enfance de Bouvron, qui est un ensemble donc, lié à l'enfance, école, etc., qui est à la fois intéressant par son architecture, mais aussi et surtout par la méthode de conception, puisque c'est une méthode de conception intégrée issue du Canada, dont on reparlera tout à l'heure, qui a fait que les usagers, les enfants, les parents, les personnes qui travaillent dedans ont participé à la conception du bâtiment avec les architectes. À Carquefou, dans un petit hameau rural, une intervention étonnante, c'est une brasserie de bière, un lieu de fabrication de bière, un lieu qui, pour une fois, n'est pas dans une zone artisanale, et qui dessine une architecture très étonnante dans un beau rural. À partir d'un site existant, on a agrandi ce bâtiment, et les architectes ont essayé de travailler en homosexie pour essayer de relier leur bâtiment nouveau au site d'habitat individuel. Donc ça, c'est un projet assez atypique parce que ce n'est pas forcément dans ce genre de lieu qu'on trouve de l'architecture et encore moins dans le genre de hameau. Les roseaux à la Chapelle des Marais, c'est une opération à la fois architecturale et urbaine puisque c'est un petit morceau de bourg qui a été reconstruit au sud du bourg ancien. En haut, une rue, des immeubles avec une pharmacie, un cabinet médical, et au sud, côté ambiance pavillonnaire, des bâtiments R+1 avec du végétal, des jardins, etc. Donc c'est à la fois la reconstruction d'un morceau du bourg de la Chapelle en même temps qu'une opération d'architecture. Une clinique vétérinaire à Châteaubriand, dans une zone d'activité, là aussi un lieu en général ingrat au niveau de l'architecture, mais en proximité d'espaces agricoles. Donc une architecture qui fait clairement référence au milieu agricole par le bardage bois, par les ganivelles de bois, par l'entretien des espaces verts, par des moutons. Vous voyez qu'on est dans son... Alors un gros travail des architectes sur l'intérieur, ils ont dessiné aussi le mobilier, les aménagements intérieurs. Un crématorium du Sud-Loire à Château-Trébeau, ça c'est un programme nouveau, c'est un programme difficile, c'est un lieu qu'on a du mal à définir. Est-ce une chapelle, est-ce un restaurant, est-ce un jardin, est-ce un service public, est-ce un lieu de recueillement? C'est un peu tout ça à la fois. Donc voilà, le problème de ces lieux-là, ils sont aussi en général positionnés dans les zones d'activité, ce qui ne favorise pas toujours la qualité de l'ambiance, mais ici on a une ambiance intéressante. Vous voyez que c'est un lieu laïque, mais qui fait clairement référence à des architectures religieuses.
Le Verger à Mauves-sur-Loire, un ensemble de logements construits en extension du bourg ancien par la maison de retraite de Mauves-sur-Loire. Donc c'est un projet qui à la fois utilise les formes urbaines traditionnelles et même la réhabilitation d'une maison ancienne du bourg, mais une écriture architecturale tout à fait contemporaine. Donc les parties neuves sont couvertes de zinc et recouvertes d'un parement en briques claires presque blanches, et les parties réhabilitées sont en ardoise et en enduit blanc. Agence d'architecture à Nantes, le quartier Madeleine-Champ-de-Mars, c'est un lieu où il y a beaucoup d'agences d'architecture, de paysagistes, de graphistes, etc. Là, un bâtiment détruit. Développement, donc vous connaissez. Bâtiment complexe dans un site urbain très très complexe, avec 3 espaces urbains autour, avec des grosses contraintes, et puis un programme qui a changé en cours de route, on le sait, donc c'est un bâtiment que Fort Assis a réussi malgré tout à maîtriser, avec le chaume à l'extérieur, donc qui fait partie de ses caractéristiques les plus connues. Cours des 50 étages, immeuble Le Quartz, entre un immeuble 19e et l'îlot Boucherie, vous savez où il y a Habitat. Donc c'est un ensemble dessiné par Jean-François Revers. À droite, des verrières, il reprend les volumes anciens. À gauche, il reprend les volumes de l'îlot Boucherie. Il fait une transition urbaine. Et derrière, il laisse une cour visible depuis un escalier qui permet de voir les fortifications médiévales qui ont été découvertes à l'occasion de ce chantier. Maison paysage à Chantenay, c'est à partir d'un terrain de 300 m² et une petite maison ouvrière, comment on fait une grande extension qui devient un paysage en elle-même, c'est-à-dire que ce sont les architectes qui ont fait l'école qui est juste à côté, qui est un petit peu sur le même principe avec un jardin intérieur et des toitures accessibles. Donc la maison ancienne est derrière et la partie neuve, on est dedans. Alors c'est tout un système de vue, de possibilité d'aller sur les terrasses, de voir depuis la maison, de voir dans la maison depuis l'ancien vers le neuf, du neuf vers l'ancien, autour d'un patio fleuri. Une autre petite extension de 26 m², c'est celle-là dont je vous parlais. Il y avait une petite maison de Valpignon. On a agrandi sur le jardin, un séjour en bas, 26 m², une entrée, le jardin, et au-dessus, une chambre possible, qui n'est pas encore faite. Il y a juste à mettre un plancher et à réouvrir les fenêtres qui sont prévues dans l'ossature bois, et on aura donc 26 plus 26, 52 m². Vous voyez, une écriture architecturale très, très forte, mais très simple, qui reprend tout le volume constructif. C'est pour ça que la maison s'appelle maison PLUS, plus PLU. Le conservatoire, donc le pont supérieur, pôle d'enseignement du spectacle, le conservatoire de 1979 à droite, le lycée Nelson Mandela derrière, le jardin des 5 sens, et à la rotule, ce bâtiment, qui est vraiment un lieu de relation à l'intérieur de la danse, de la musique, etc. On voit des locaux intérieurs vers les autres, on voit du bâtiment vers la ville, de la ville vers le bâtiment, et le rez-de-chaussée peut s'ouvrir complètement sur l'espace public et devenir un espace public qui rentre dans le bâtiment. Donc c'est un, vous voyez, ça c'est le rez-de-chaussée. C'est un lieu très très riche. À Nozay, les étangs Jean Guyon, qui étaient autrefois uniquement réservés à la pêche, sont aujourd'hui munis d'un téléski nautique. C'est un système de ski nautique par fil qui tourne avec des moteurs électriques, ça évite d'avoir du bruit des bateaux et du pétrole. Donc ça amène une clientèle beaucoup plus jeune sur ce lieu. Donc un restaurant, une base de loisirs, des bâtiments en bois, des formes blanches qui rappellent les formes blanches qui permettent de faire du ski nautique sur le lac. Il y a 2 téléskis nautiques en Loire-Atlantique qui connaissent un grand succès. 3, pardon. Nous sommes à la Plaine-sur-Mer, l'îlot de la Poste. Il y avait la Poste et un centre de tri assez disgracieux qui ont été complètement transformés en un ensemble urbain avec des rez-de-chaussée en commerce, des services et des logements à l'étage. L'ancien parking bitumé est devenu un vrai espace public, vrai jardin, vraie place qui devient le centre-bourg de la Plaine-sur-Mer. Une écriture béton et zinc très présente. On est en cœur du centre du bourg ancien de la Plaine-sur-Mer. On verra 2 autres opérations. La médiathèque juste à côté,
qui est un bâtiment très, très géométrique, qui paraît un petit peu abstrait, alors qu'en fait, de cette géométrie provoque 3 auvents, une principale entrée de service et un lieu de lecture sur jardin. Et puis 2 soulèvements de la toiture qui permettent de faire un signal urbain. C'est à côté de l'hôtel de ville de la Plaine-sur-Mer. Donc c'est un bâtiment complexe dans sa forme, mais la forme n'est pas du tout gratuite. Elle vient d'une vraie lecture urbaine du positionnement de ce bâtiment dans le centre-bourg de la Plaine. Toujours à la Plaine-sur-Mer, l'ancien presbytère, il y avait un jardin, Claude Mur. C'était un obstacle entre le nouveau centre commercial que l'on vient de vous montrer et l'ancien centre commercial au sud du bourg. Eh bien, on a enlevé les murs du jardin, on en a fait un espace public traversant, et le presbytère est devenu l'office du tourisme. Vous voyez, la place du jardin est devenue une placette maintenant sous un marronnier. Donc on a une restructuration complète du centre-bourg de la Plaine-sur-Mer, avec ces 3 opérations notamment. Quilly, salle de sport. C'est toujours difficile de faire des salles de sport, c'est en général isolé, c'est un gros objet, il y a des contraintes techniques très fortes, mais vous voyez qu'on peut quand même travailler cette salle de sport avec un jeu sur les revêtements, des reflets, un soubassement, un vrai travail architectural et esthétique qu'on retrouve même à l'intérieur, avec cette structure bois. Une nouvelle église arrosée qui remplace une église ancienne. Alors c'est un programme qu'on fait assez peu souvent, mais c'est un exercice adoré par les architectes depuis les mouvements modernes, de faire une église, et oui, depuis le Corbusier, depuis, vous voyez, il y a tout un travail sur la lumière, toujours sur la lumière intérieure. Donc c'est à la fois une église, une maison paroissiale, un petit parvis qui devient un espace public sur la rue. Toujours ce travail sur les lumières, là on pense à Le Corbusier, évidemment. Logement collectif dans le parc de Bagatelle à Saint-Herblain, Behind, grande hauteur, c'est-à-dire que d'un seul coup, là où on avait de l'espace rural, on a ces très grands immeubles qui montent. Là, l'ensemble est assez remarquable. Il y a une boulangerie au rez-de-chaussée, ça forme un angle de 2 rues. Et puis il y a cet immeuble qui a un côté un petit peu balnéaire, avec des grandes loggias vitrées, des grands balcons, avec des vues très belles sur le paysage de Saint-Herblain. Ça fait partie du grand projet de Bagatelle à Saint-Herblain, où on est en train de transformer l'ancien parc du château en grande opération. Autre opération de Saint-Herblain à la Pelousière, l'ensemble Loggia Park, donc un ensemble de logements sociaux, avec un très très beau bardage en bois, une vraie marqueterie de bois, pourtant faite de manière très simple. Des grandes loggias qui vont capter le paysage, et depuis les appartements, on a vraiment un sentiment d'espace et de dynamique vers le paysage, puisque ça surplombe un vallon, et même la vallée de la Loire, on va très très loin. Il y a tout un ensemble d'immeubles en peigne. Là, c'est une opération Lucie Aubrac, aussi à Saint-Herblain, c'est du logement modulaire. Ça ne se voit pas, c'est une conception intégrée avec une entreprise et un architecte qui vise à définir non pas des immeubles modulaires, mais des logements modulaires avec lesquels on peut jouer pour adapter au site. Et là, on a à la fois une maison individuelle, des R+2, des R+3, des formes très différentes. On ne sent même plus du tout qu'il s'agit de logements modulaires. C'est en lisière du village Anjou, pour ceux qui connaissent, juste à côté. Alors là, tout à fait différent, une légumerie, court-circuit comme circuit court, le lycée Jules Rieffel, c'est un endroit où, je dirais, les légumes bio rentrent dans la restauration collective. C'est un programme régional qui va se développer, puisque dans la restauration collective, il faut une hygiène, etc. Donc on peut le faire avec du bio, ça devient en même temps un lieu pédagogique où on explique comment se passe à la fois l'agriculture bio et la fabrication de nourriture collective à partir de légumes, avec la marche en avant. Donc c'est dans le parc du lycée Jules Rieffel. À Saint-Nazaire, un foyer de jeunes travailleurs, logement de jeunes travailleurs, qui est en extension d'un foyer existant, dans un secteur pavillonnaire avec des petits. Donc c'est un petit bâtiment qui est découpé avec plusieurs types de bardages qui lui donnent une échelle un petit peu urbaine. Un bâtiment traversant avec des coursives, des appartements qui sont modulaires à l'intérieur. On peut faire varier la taille des appartements pour faire des colocations ou des logements individuels. Vous voyez que le bois est très présent dans la production architecturale globale.
Là, on est à Saint-Sébastien-sur-Loire, un gymnase posé non pas comme à Kiki dans la pleine nature, mais en milieu pavillonnaire. Donc un gymnase qui cherche au contraire à devenir très horizontal, à se faire presque oublier. Il est un petit peu enterré. Vous voyez, il y a tout un jeu pour le ramener à l'échelle des maisons individuelles. Et un jeu d'adoucissement par le bois et les formes, pour éviter d'avoir une trop grande brutalité de l'apparition de cet équipement en milieu pavillonnaire. Là, on est à Trignac, dans la ZAC de Certé, l'opération Parc Océane, donc une opération de logements sociaux, avec, je dirais presque une écriture nazérienne, un petit peu balnéaire, avec du blanc, avec des coursives, des bastingages, enfin, on n'est pas loin du bateau et des vacances, alors qu'il y a de l'individuel et du collectif autour d'un jardin. C'est au cœur de la ZAC en cours de Certé à Trignac. Une petite extension dans le milieu rural, une maison ancienne. Les propriétaires veulent 2 chambres, l'architecte dit non, je vous fais un séjour. Et puis les 2 chambres, on va les retrouver dans la maison. Et un bâtiment qui est entièrement bardé de châtaigniers, en toiture comme en paroi. Tout un jeu sur les ingris extérieurs. C'est une structure métallique qui permet d'avoir le volume grand ouvert. Donc ça donne un très beau séjour, très ouvert sur le jardin. On voit la maison ancienne. Le bâtiment, il y a une petite rotule entre les deux pour que la maison ancienne conserve ses ouvertures utiles, portes et fenêtres. Alors on revient, là c'est la ZAC de la Pelousière, donc c'est dans la catégorie urbanisme, c'est l'ensemble de l'opération avec les immeubles, celui qu'on a vu tout à l'heure. L'école, donc un ensemble d'immeubles en peigne qui surplombe, je vous disais, un ballon, et puis un ensemble de logements intermédiaires et de logements individuels. C'est une grosse ZAC en extension du bourg ancien de Saint-Herblain. Autre ZAC très différente, quartier campagne en fait de la ZAC de Virlou. Donc là on est vraiment au milieu rural, vraiment un travail a été fait pour conserver la trame arborée, les haies champêtres, etc. Le côté rural, agricole, qui a été très très réaffirmé par tous les aménagements de cette ZAC. On est vraiment là en milieu rural et c'est très affirmé. Donc un travail essentiellement d'abord, je dirais presque d'abord de paysagiste avant de parler d'architecture. Même si évidemment il y a un travail sur l'architecture. Le quartier de Certé à Trignac, donc là, c'est l'opération en tant qu'aménagement des espaces publics de cette grande ZAC. Il y a eu tout un travail sur la variété des espaces publics qui vont de petites bordures de ruelles à des espaces de jeu, à des vraies places publiques. Il y a toute une typologie des espaces publics au sein de cette ZAC qui est très grande. On retrouve l'immeuble qu'on a vu tout à l'heure, la résidence Parc Océane. Taron-Plage, le front de mer, c'était un boulevard, une espèce d'autoroute de 2 km de long, le long d'une pauvre dune qui bougeait quand les végétaux partaient. Un travail sur la restauration de la dune, un travail sur l'adoucissement pour ne plus avoir une autoroute, mais un lieu pour les vélos, pour les piétons et éventuellement pour les voitures. Donc une première phase d'une requalification de tout ce littoral, avec une partie plus minérale, plus urbaine, de contemplation de la mer. Voilà, j'en ai terminé, c'était très rapide, mais vous pourrez en savoir plus dans la publication. Merci beaucoup Christophe. Toujours disert et à l'aise. Donc je vais appeler Philippe Courvalet, président du conseil départemental, pour remettre le prix du public. Il faudrait que je sache à qui. Ah, c'est pas comme ça. Vous la présentez ? Oui. Juste auparavant,
Hélène Morbu, qui est artiste, céramiste et qui a conçu les trophées du prix. Bonsoir. Donc en fait, je suis céramiste, j'ai un atelier juste à côté, le plateau d'Auvergne, et donc j'ai réalisé les trophées. En fait, moi, habituellement, en fait, je fais plus des collections d'objets réalisés en petite série, ou en ce moment, je suis plus sur un travail de pièces uniques, avec tout un travail de texture en fait en surface qui est créé avec une technique que je mets au point, qui se fait à partir de plaques de grès que je viens inciser ou imprimer avec l'aide d'un peigne que j'enfonce dans la terre. Voilà, donc vous allez retrouver ce travail-là dans les trophées. Donc là, pour les trophées, en fait, je me suis plus inspirée de l'architecture et je suis assez sensible en fait au rythme des façades d'immeubles. J'habite la maison radieuse du coup aussi. Donc voilà, ça me parle pas mal. Et donc j'ai voulu retranscrire un peu tous ces rythmes avec donc ce jeu de texture, de motifs, avec aussi un jeu de couleurs qui varie selon les trophées. Donc ils sont tous la même forme, mais ils sont tous uniques par leur couleur et leur variation de motifs. Voilà, donc j'espère qu'ils vous plairont. Merci beaucoup. La parole à Philippe Gonvalet pour le premier prix de la soirée. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard, mais fait que j'ai participé à l'inauguration de cet équipement. C'est le Pôle Enfance de Bouvron, Marseille. Il a été épuisé sur le site. C'est l'occasion de les présenter chacun aussi. Oui, alors, j'ai déjà été présenté, mais Marcel Berger, maire de la commune de Bouvron. Marika Frenette, dirigeante de Wigwam, qui a accompagné la démarche collaborative. Donc le Globas et Bruno Bélançon, architecte mandataire de l'opération. Et Thierry Pétel, le directeur de l'école VXFR, donc présent au Pôle France. Alors, à travers ce prix, il semble que les deux grands piliers qui aient été récompensés, vous allez me dire si je suis dans le vrai, c'était d'une part l'idée de la concertation, de la participation que tu représentes d'une certaine manière, Marika, et puis celle du développement durable au long cours que vous avez initié sur votre commune de Bouvron, et puis que vous, dans votre agence, vous explorez depuis des années désormais. Et je pense en particulier à l'utilisation des matériaux, à la terre crue. Loïc, tu es mon ami sur Facebook et je te vois écrire régulièrement et poster des photos. Alors, comment s'est noué ce lien entre matériaux, développement durable, politique d'une municipalité et puis volonté de mettre en mouvement la population autour d'un projet commun? Alors, comment c'est noué? Évidemment, la genèse de cette histoire est assez simple et assez compliquée. Ça venait d'une volonté de vouloir s'inscrire dans le développement durable, l'ensemble des structures que l'on construisait sur la commune. Et nous avions une précédente expérience d'avoir construit avec d'un côté un maître d'ouvrage et de l'autre côté d'un maître d'œuvre. Et c'est jamais facile quand on veut faire passer des conceptions nouvelles, innovantes, lorsqu'on est cloisonné entre un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage. Et il s'avère que je suis entouré d'élus compétents, innovants, formant une équipe qui booste
toutes les réflexions. Et un jour, Laurent Bissery, qui est adjoint chargé des affaires scolaires, mais également architecte, ramène à l'équipe qu'il avait, dans un stade de formation, il avait abordé donc un processus qui pouvait être appliqué et développé sur la commune de Bouvron, savoir le processus de conception intégrée, ce qui a été rappelé, la conception qui vient du Canada et qui était portée en France par Marie-Claire Frenette, société Louis. Lorsque cette proposition a été formulée, l'ensemble de l'équipe a tout de suite senti que c'était une façon de pouvoir intégrer l'ensemble de la population, l'ensemble de la communauté qui pouvait donc œuvrer, réfléchir, élaborer, construire le pôle enfance. Et bon, on a donc mis en place cette première approche. Et évidemment, ça a pris du temps, puisque c'était avec des ateliers participatifs, collectifs, sur 2 années, a été conduit sur cette évolution de réflexion, évidemment, avec, au départ, l'intégration de l'ensemble des acteurs qui vivent autour d'un pôle enfance, que ce soit la femme de ménage, que ce soit l'enseignant, que ce soit l'élève. D'ailleurs, je voudrais bien qu'on a une élève, Clémence, qui est venue ce soir, qui vienne avec nous. Là, décidément, un test pour l'espoir. Donc, l'ensemble des acteurs... Les paysagistes nous ont rejoints aussi. Les paysagistes, alors, l'histoire fait que, évidemment, ces ateliers étaient là pour recueillir toutes les expressions, autant des expressions de bon sens que toutes les utopies qui peuvent également être exprimées, et toutes les compétences qui pouvaient également émerger. Évidemment, pour gérer tout cela, il fallait une personne adéquate, et ce qu'on appelle une facilitatrice, qui est en l'occurrence Marie-Claire Frenette. Et est-ce qu'il y avait des situations particulières? Parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui ces phénomènes de concertation, de co-conception émerger. Est-ce qu'ils émergent à un moment où, je dirais, le lien social se détisse, donc il faut le recoudre en co-concevant des projets? Alors, on avait une certaine conception sur la commune, c'est que tout projet, quel qu'il soit, la première pierre doit être posée par le philosophe. Parce que tous les projets interpellent l'humain, et lorsqu'on construit, on construit l'environnement de l'humain. Donc il est essentiel et important que l'on mette l'humain au cœur de l'action. Et c'est donc ce qui a été fait par la mise en place de cette démarche donc partagée par tous ceux qui vivent dans les lieux. Et les architectes, je vois que tu veux passer ton micro, mais comment vous vous êtes sentis justement au milieu de ce faisceau de voix parfois contradictoires? Alors plutôt bien, parce que du coup on était bien entourés. Là vous avez un petit extrait de l'équipe constituée qui était de plus d'une trentaine de personnes sur à peu près 1 an dans le cadre des ateliers d'échange et de compréhension de tous ces enjeux. Effectivement, c'est des enjeux à plusieurs niveaux et ils se sont regroupés grâce aux ateliers menés par Marika. Ils se sont un peu cristallisés, c'est-à-dire que sur 1 an, voilà, si on met de la terre dans de l'eau, il y a des choses qui vont remonter, d'autres qui vont descendre, les éléments principaux vont émerger, et surtout, ils sont compris et partagés par tous. Et c'était ça tout l'enjeu du processus. C'est quand on a continué, nous, à travailler le projet, on avait emmagasiné un peu toutes les attentes, tous les besoins, et même au-delà, l'identité. C'est-à-dire que c'est un territoire qu'on ne connaissait pas beaucoup, c'était pas loin de l'agence, on s'était pas encore côtoyé. Et c'est un temps de maturation qui permet véritablement ensuite d'aller sur des propositions quelque part qu'on n'aurait pas osé faire, évidemment, en phase concours, s'il y avait eu concours. Et est-ce qu'il y a eu une incidence sur votre architecture? Je pense par exemple à la manière dont vous avez revisité sur un mode savant une typologie populaire qui est celle du hangar agricole. Alors c'est même pas à travers la question de la typologie, c'est à travers la question de la mise en œuvre. C'est-à-dire que tout ce qui a été déployé ici a été déployé uniquement dans le sens de faire avec ce qu'on avait. Alors faire avec quoi? Un budget serré, un budget contraint.
faire avec quoi? Avec des gens qui étaient sur place, faire avec quoi? Des matériaux qu'on avait aussi à disposition. Donc c'est cette synergie-là finalement qui a généré l'ensemble des dispositifs qui sont, on va dire, secondaires. Ils sont venus en répercussion de la réflexion menée avec Thierry sur la question de l'implication. La question de la place des enseignants a été un élément très fort. Alors, il manque Véronique Girard, on peut la citer. Véronique Girard. Donc la forme est une résultante complètement du processus. On pourra pas, on aurait en aucun cas pu imaginer le premier coup de crayon comme étant le résultat. Bien au contraire, il a émergé au fur et à mesure de l'avancement des réflexions. Et c'est un peu là où nous on aime bien se situer, c'est-à-dire qu'on ne part pas sur une image en tête, au contraire, on part sur une capacité d'écoute et d'agglomération de tous les éléments qui vont venir à nous. Et grâce à ce processus-là, il est riche, l'apport est très riche. Et donc il faut l'appeler, il est dans le tri et essayer de l'organiser ensuite. Alors tu l'as dit, nouvelle richesse, n'est-ce pas? Ça vous a permis d'aller à Venise quand même, cette histoire? Oui, avec étonnamment, on a été, parce qu'on a été retenu sur l'année 2017 à la Biennale d'architecture de Venise. Et donc nous avons fait le voyage sur Venise en essayant de pouvoir promouvoir notre petite chose sur le plan architecture. Et Marika, deux mots peut-être sur la co-conception, co-élaboration. Alors c'est pas facile. Il y a énormément de structures en ce moment qui se développent et on s'aperçoit très bien que dans les marchés publics, vous devenez presque des acteurs obligés. Et comment vous sentez-vous de mieux en mieux, j'imagine, de plus en plus à l'aise dans ce nouveau contexte? On a envie de vous, Je dirais que j'ai la chance de faire que ça depuis 9 ans, peut-être parce qu'on a été parmi les premiers à travailler autrement. Peut-être aussi parce que j'ai une grande... oui, j'aime beaucoup l'humain, et quand je dis l'humain, c'est pas que l'usager, parce qu'on a ici des utilisateurs, le directeur, l'élève, mais c'est pas l'humain, c'est pas que l'usager. Je pense que c'est important parce qu'à l'heure on parle de concertation citoyenne où parfois on ne sait pas trop à quoi ça sert, parfois on parle d'assistant maître d'usage. L'humain, c'est aussi le professionnel, c'est le politique qui porte des ambitions. Et ce qui est intéressant dans ce que nous en tout cas on fait, je ne sais pas ce que les autres font, moi je travaille à partir de gens qui font ça depuis 30-40 ans au Canada, c'est d'essayer d'amener une intelligence collective réelle avec des méthodes de travail, parce qu'il ne s'agit pas de réunir les humains pour que ça marche. Et c'est vrai que c'est des méthodes qui peuvent travailler sur, oui, la créativité, la gouvernance partagée, les modèles économiques, c'est plein de choses. Chaque projet est unique. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en musique et de disparaître. Donc c'est pour ça que je remercie beaucoup Loïc qui s'est beaucoup occupé avec la mairie de faire connaître le projet, parce que notre objectif, c'est finalement à la fin qu'on n'ait plus besoin de nous et que ça marche sans nous, parce que sinon ça veut dire qu'on a créé une dépendance qui n'est pas un bon signe d'intelligence collective. Bon, on va se croiser souvent encore, Marika, je crois. Loïc, je voulais rajouter une chose parce que... Dépendant pas ouais, à haute dose. Ouais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le travail que propose Marika, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Et on a eu cette chance un an après. De refaire sur une soirée un retour, voilà, cercle de clôture. Et moi, ça fait partie des meilleurs moments de ma longue carrière. J'ai juste une anecdote à donner, parce que sans doute, pour donner un peu ce que ça permet. C'est-à-dire que ça permet, évidemment, vous l'avez compris, d'avoir un équipement, voilà, qui est peut-être particulier, mais qui aujourd'hui nourrit encore les enseignements, nourrit encore les enfants. Voilà, c'est quelque chose de dynamique. Et ça a eu aussi des effets qu'on n'attendait pas, nous, parce qu'on n'est pas forcément dans cette conscience-là. Notamment d'une enseignante qui nous expliquait qu'avant de démarrer le projet, elle souhaitait arrêter sa carrière d'enseignante. Parce qu'elle ne se retrouvait pas dans le cadre dans lequel elle était, à la fois dans son rapport aux parents, à la fois dans les difficultés qu'elle avait à trouver sa place entre l'enfant et les parents. Et à l'issue du projet, par les éléments qui ont été tissés tout autour, tout au long du projet, il y a eu vraiment un effet de bascule. Et aujourd'hui, elle nous l'a dit, elle se sentait pleinement à sa place au sein de ces équipements-là. Et ça, c'est ce qui est fort et c'est ce qui nous nourrit, c'est-à-dire qu'on peut construire, on peut imaginer du faire ensemble, mais trop rarement on a le retour. Trop rarement on est dans la situation d'entendre ce qui s'est passé
sauf quand il y a des fuites dans la toiture, ça on sait tout de suite. Mais dans la question des usagers, la manière dont ils perçoivent les lieux et qu'est-ce que ça a pu leur offrir, leur donner. Et donc, c'est là où je trouve tout le sens que tu nous offres, c'est-à-dire qu'il y a bien ce travail en amont là, mais il est perçu sur le temps, sur la durée, et il nous amène du coup pleinement à considérer ce qu'on a fait dans le temps imparti. Je voudrais juste rajouter une petite chose rapidement. Mon sentiment, parce qu'on a travaillé ensemble avec Loïc sur ce projet, et on a trop rarement, je pense, l'occasion, quand on fait un projet, de rencontrer les usagers. Ça, c'est une grande frustration qu'on peut avoir la plupart du temps. Et là, c'est vraiment une chance qu'on a eue. Et je pense que ça crée du sens dans un projet d'architecture, parce que ça l'empêche d'être autosuffisant. Ça le raccroche à des éléments concrets qui apportent vraiment ce qui est la vocation de l'architecture, c'est d'apporter du bonheur, tout simplement, à ceux qui l'utilisent, aux usagers principalement. C'est-à-dire que vraiment de rendre service aux usagers qui utilisent ce bâtiment-là. Et je pense que là, ça a été notre première expérience de ce type-là, qui, je pense, une réussite vraiment, et pour nous, en tout cas, un sujet de satisfaction complète dans notre travail d'architecte. Je voudrais quand même remercier le CAUE, toute l'équipe qui a fait le choix sur ce prix, remercier le président du jury, remercier le président du conseil départemental, également parce que sur ce projet, le président du conseil départemental nous a aidé assez bien sur ce budget. Donc il faut le c'est un projet luxueux finalement. Alors, donc c'est un budget riche dans tous les sens du terme. Et je voudrais que ce prix soit dédié à l'ensemble de ceux qui sont présents et ceux qui sont également, parce que nous sommes venus accompagnés d'élus, d'agents, de Bouvron. Mais sans le moulin à parole. Sans le bâton à parole. Le bâton à parole. Sans le bâton à parole. Le moulin, oui, je peux être là. Donc, je remercier les architectes, les paysagistes, parce qu'on ne parle pas souvent des paysagistes, mais c'est un élément essentiel pour aménager tout ce qui n'est pas bâtiment. Et il y avait fort à faire sur le site de Bouvron. Donc, les architectes, la facilitatrice, Marie-Pierre, les élus, le directeur, Clémence et les paysagistes. Vous pouvez les applaudir. Merci à tous. Simplement, c'est un chantier qui se termine bien. Ben oui, c'est le moment où j'y vais. Félicitations. Alors, il y aura ce soir plusieurs prix décernés. Donc, le prix du public vient d'être remis par Philippe Grosvalet. Et puis, j'appelle donc Laurent Terry pour remettre le prix du CAUE. Et suivra une mention spéciale décernée par le jury qui sera également remise par Laurent Terry. Et enfin, il y aura le prix Loire-Atlantique Développement qui sera remis par Olivier Bessin. Voilà. Un petit rappel très rapide que j'oubliais de vous dire tout à l'heure, effectivement, ces trois prix-là ont trois fonctionnements différents. C'est-à-dire que les lauréats de Belfort ont eu le prix du public, c'est-à-dire que les 30 opérations que je vous ai présentées rapidement, elles ont été présentées sur un site internet dédié tout l'été, et le public a pu voter.
Et le prix qu'a eu le pôle enfance de Bouvron est le résultat du prix du public, de 4754 votants exactement. Soit toute sa population. Soit toute la population Bouvron. Chacun était libre de faire jouer. C'est dynamique. Par ailleurs, le CAUE a lui aussi décerné des prix, on va le voir tout de suite. Le CAUE a réuni son conseil d'administration en tant que jury, qui a été placé sous la présidence de Laurent Théry, urbaniste, qui a décerné un prix et une mention. Et par ailleurs, tout à l'heure, on décernera un prix Loire-Atlantique Développement, qui est cette fois-ci le résultat d'un vote de tous les membres des équipes des 3 structures qui composent Loire-Atlantique Développement. Voilà. Merci Christophe. Et donc, je transmets la parole à Laurent Théry pour nous dire qui est lauréat cette année du prix du CEU. Alors, bonsoir à tous. Je vais prendre 2 minutes avant d'appeler le lauréat, les lauréats, pour dire d'abord le plaisir que j'ai eu vis-à-vis du jury de la séance que nous avons eue ensemble pour sélectionner les meilleurs, ceux auxquels on a décidé de donner un prix. Et je voudrais justement revenir sur le panorama que Christophe Boucher nous a présenté, qui est une incroyable diversité de situations, de lieux, d'enjeux. Je trouve que l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, le CAUE a bien mérité sa dénomination aujourd'hui. Et moi qui ai malheureusement une trop longue expérience de l'urbanisme, notamment ici, mais pas que, je veux dire que c'est pour moi un renouvellement de la fonction d'un CAUE que j'avais plutôt tendance à concevoir il y a quelques décennies, comme étant un moyen de donner à des communes qui n'avaient pas de services spécialisés la capacité d'avoir une certaine réflexion. Et quand je vois le travail qu'a effectué le CAUE et la qualité des propos qui ont été tenus par Christophe Boucher, et donc du travail des professionnels du CAUE pour accompagner, je veux dire qu'elle a une véritable transformation, me semble-t-il, d'une qualité que je pense assez exemplaire, et qui d'ailleurs montre aussi que, à cette grande échelle qu'est le département de la Loire-Atlantique, Monsieur le Président, vous avez de la chance d'avoir un tel territoire, qui est vraiment magnifique et qui, dans lequel toutes les situations sont présentes, des grandes agglomérations urbaines de Nantes et de Saint-Nazaire, du littoral, de villes moyennes, mais aussi de bourgs ruraux. Toute cette panoplie de situations est présente et tout ceci suppose une démarche très intégrée entre ces différentes composantes de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'environnement. Et je crois que le travail du CAUE me semble assez remarquable dans cette affaire. Voilà. Et donc, maintenant, je vais appeler le lauréat, si vous voulez bien, prix du CAUE, les lauréats. J'ouvre mon petit carton. Je ne sais pas ce que je vais découvrir. Alors, je vais tout de suite rectifier le carton qui m'est donné. Il est écrit 6 logements pour personnes âgées à Mauves-sur-Loire. Eh bien, il y a une petite inexactitude. Parce que ces 6 logements à Mauves-sur-Loire, sous l'égide de l'association pour personnes âgées, mais les 6 logements ne sont pas des logements pour personnes âgées. C'est des logements pour tout le monde. Enfin, que l'association a décidé de faire réaliser par les architectes, que je vais maintenant appeler avec vous, monsieur le président de l'association. Et donc, à vous de venir, et vous allez vous présenter vous-même. Merci. Donc Jean-Paul Pelletier, président du conseil d'administration de la résidence du Verger, qui a décidé de restaurer 6 locatifs. Mathieu Jarmon, architecte avec Cogence, architecte.
Maï Tessier, architecte associé. Tanguy Robert, artiste. Paul Schellberg, associé de Tact également. Alors, moi j'avais vu ces maisons comme étrangement villageoises. Je me suis trompé ou... Non, pas du tout. Non. Nous avions parmi ces locatifs une maison qui est sans doute la plus ancienne de la commune. Et nous souhaitions faire un lien entre justement le moderne et l'ancien. Elle prolonge l'ancien bâtiment. Complètement, oui. Elle prolonge l'ancien bâtiment. Certains bâtiments étaient en ruine. Le bâtiment qui longeait la route, qui longeait la route était le bâtiment le plus ancien de la commune. Et donc on a été tenu de respecter bien évidemment l'architecture d'origine, tout en modifiant tout de même un petit peu beaucoup, même les arrières, donc les arrières de ces bâtiments. Mais ça n'aurait pas été plus simple de tout raser et d'aller au maximum du gabarit autorisé par le PLU? On a rasé beaucoup déjà. Oui, mais vous auriez pu tout raser le pâté de maison. Non. C'était d'ailleurs sur les conseils, je crois, de M. Germont à l'époque. On a conservé une partie du bâtiment. Bravo. Et donc vous avez innové tout en maintenant un lien avec l'ancien tissu. C'est ce qui ressort vraiment de manière très flagrante. Bien sûr, le projet que nous ont présenté Tact Architecte, en l'occurrence Tessier et Mathieu Germont, correspondait parfaitement à ce que nous recherchions. Et c'est vrai qu'on a trouvé auprès d'eux il y avait beaucoup de relationnel, on a pu modifier certaines choses, le dialogue passait parfaitement bien. Et les architectes, vous avez perçu comment cette commande qui vous était adressée? Vous êtes encore une jeune agence? Oui, tout jeune. Vous êtes né quand? Vous pouvez être jeune en architecture jusqu'à 60 ans. On a moins de 40 ans. On peut l'être jusqu'à 60 ans, on peut même mourir jeune architecte. Mais vous êtes vraiment une jeune agence, je dirais. Alors encore jeune pour... voilà, on a bientôt 40 ans, voilà. Non, oui, ça fait 5 ans et demi que Tact Architecte a été constitué. On avait auparavant travaillé en tant que salarié dans des agences nantaises, pour Pharmacis, pour faire le regard à Banane. Et pour chez Rouleau, en effet, à l'époque, notamment dans le cadre du regard à Banane. Et c'est vrai qu'il se trouve que la maîtrise d'ouvrage, on se connaissait en effet dans le cadre d'un projet du temps de chez Rouleau. Et c'est vrai que le jeu de relationnel a été assez tout de suite. Enfin, il y avait une relation de confiance qui était déjà constituée. Et quand on a créé l'agence avec Maël, ça fait partie de c'est notre premier projet, pour ainsi dire, que l'on a mené. C'est pour ça qu'on y est aussi attaché, puisqu'il a été fondateur dans pas mal dans la réflexion. Tout à l'heure, M. Pétier parlait qu'on a soufflé l'idée de commencer à reconsidérer ce qui préexistait sur ce site. Et je pense que voilà, on partageait quand on a monté l'agence avec Maël, parce que quand on est trois avec Paul Schellberg, mais quand on est trois associés, et on est plus, on est 8 personnes à l'agence actuellement. Peut-être je vais relever l'énigme de Tanguy Robert qui s'est présenté en tant qu'artiste, parce qu'il participe pleinement à l'activité de l'agence. C'est un double acteur, il est un peu un électron libre dans l'agence, mais il participe quasiment à mi-temps dans le travail de l'agence, dans la réflexion, en tant qu'artiste bien sûr, mais un peu au-delà. Et il nous a particulièrement assisté sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'on était pleinement... Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas de carrelage blanc dans la cuisine. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez choisi ce carrelage qui répond aux nuances du ciel nigérien des bords de Loire, mais en tout cas il n'y a pas de carrelage blanc pour une fois. Peut-être pour rebondir sur le projet lui-même, en fait, c'est vrai que le dialogue tout début, quand la résidence nous a demandé de travailler, c'est une toute petite parcelle, ça fait 560 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc il y avait des bâtiments plutôt très très vétustes, et puis déjà il y avait quelques personnes qui habitaient là, mais vous avez eu ce souhait de dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on est passé par des phases de programmation, il y a eu plein de scénarios. Et puis c'est vrai que cette attitude peut-être un peu contextuelle par rapport à un bâti existant, c'est quelque chose qui nous anime depuis le début, je crois, à l'agence, c'est-à-dire qu'est-ce qui est présent sur site, comment on fait avec ça, et comment finalement on va à la fois réinterpréter la règle qui était complexe. On avait plein de règles de PLU, on est
en secteur le clocher de Mauve est tout près, donc architecte des bâtiments de France. Et comment on façonne avec tout ça? C'est ce qui fait la richesse aussi en fait de cette parcelle un peu impliquée, c'est que on est venu se lever au maximum des gabarits, réhabiliter des fois, étendre d'autres fois, et puis écrire finalement, assumer une écriture assez contemporaine, on pense assez forte, et en même temps en respect. C'est un projet qui bouge beaucoup, il est mouvementé, il n'a rien d'uniforme, il est très divers dans sa silhouette. Vous avez su en plus, avec des moyens assez modestes, c'est 600 € mètre carré. On est à 1680 € du mètre carré construit. Mais c'est vrai qu'on tenait à cette singularité. Enfin, je pense qu'on met à l'agence aussi une attention, on dit à ce qui préexiste, mais aussi à l'idée de singulariser les espaces que l'on produit, et parce elles émanent aussi d'une relation avec les gens qui nous commandent aussi ces édifices, donc forcément ça produit quelque chose. Et là dans la parcelle, en effet, on a 6 logements peut-être sur cette parcelle restreinte, et on héritait et on étendait, et on s'est dit qu'il y avait une certaine densité pour le contexte de Mauves-sur-Loire. C'est des questions qu'on a beaucoup échangées avec la maîtrise d'ouvrage sur la question des espaces extérieurs. Les locatifs sont un peu plus vastes, souvent en espace extérieur dans ces communes-là. La question de la densité, elle n'est pas forcément posée dans ces termes-là. Néanmoins, le tissu ancien, il présente des similitudes par rapport à ce qui a été mis en place. Et c'est vrai que la dimension des choses, on a beaucoup conversé justement avec le conseil d'administration, qui était très partie prenante dans le projet, au travers d'outils de maquette notamment, et essayer de faire des transpositions pour qu'ils se projettent aussi vers un autre dimensionnement des choses. Je pense qu'on peut le dire ainsi, chacun, la dimension d'un jardin, pour eux, c'était pas acquis, quoi. Il y a des petites courettes. Et donc l'imbrication de ces choses-là, elle a été très tenue en fonction des situations où on se trouvait dans la parcelle, des contraintes réglementaires, et puis de se dire comment il y a eu un choix aussi très ouvert, hein, on ne le précise peut-être pas assez, mais ils ne sont pas maîtres d'ouvrage tous les jours pour le contexte de logement. Donc la question des typologies, elle est complètement ouverte. C'est-à-dire qu'on a posé des vraies questions, pour nous, des vraies questions d'architecture. On s'est posé des questions des T2, T4, c'est ça? Oui, mais en sachant qu'il y a 2 T2 qui ne se ressemblent absolument pas. On a du duplex, on a sous les combles, et chacun vient chercher une situation particulière dans la parcelle. Le seul qui n'a pas d'espace extérieur, par exemple, va chercher un point de vue lointain, parce qu'il y a une hauteur suffisante et que le promoteur de Mauve le permet. Et c'est vrai que cette question ouverte, alors on parlait de relations humaines, et de positionner autrement le débat sur le sujet de l'architecture par le biais du participatif ou par le biais de commanditaires qui n'ont pas d'idées préconçues, permet ce dialogue et permet de faire bouger les lignes sur ce qui est parfois bien ancré quoi, dans nos pratiques. Et ce qui est remarquable, c'est que vous avez aussi travaillé sur l'espace extérieur, les cheminements, les patios, les entre-deux, autant quasiment que sur les cellules. Donc c'est exemplaire dans le genre densification d'un centre-bourg. Donc depuis, on vous a redemandé la même chose, parce que c'était aussi partie des figures imposées de l'architecte. Ah, faites-nous la même chose que... Alors, on ne nous demande pas comme ça, et puis non, enfin... On n'a pas envie forcément... Non, c'est pas ça, c'est un projet qui a été en effet très bien reçu par plein de monde, en fait. Vous avez même été parmi les 7 finalistes du concours de l'architecture, de l'écart d'argent l'année passée. Outsider. Oui. Parmi des projets qui avaient toute autre enveloppe financière à leur disposition. Oui, bien sûr. Il faut s'en souvenir. Mais ce projet-là, en fait, si on parle, on revient sur l'intérieur, mais aussi sur l'extérieur, en fait, c'est un peu l'attention et le soin. Enfin, on aime à se dire ça, le soin comporte chose, en fait, aussi. Et le soin comporte chose, il est dans une intériorité, dans un prolongement. Enfin, c'est pas une gageure de le dire, quoi. Pas de volet roulant, des menuiseries en bois. C'est pas d'être absolument contre le volet roulant. Si, on peut, on a droit d'être contre le volet roulant. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fabrique en termes urbains, mais aussi en usage, en spatialité. Donc c'est comment le logement aujourd'hui, travailler dans le logement, je pense que tous les architectes qui sont là qui le font, c'est quand même, c'est passionnant et en même temps c'est hyper ardu parce que, en effet, les contraintes financières, comment faire en sorte qu'il y ait une forme d'aménité dans les projets. Et c'est vrai que là, parce qu'aussi on a une vraie maîtrise d'ouvrage, il y a une espèce de rapport de confiance énorme en fait. Donc ce rapport de confiance fait que on travaille une matérialité de sol intérieur-extérieur, on a des menuiseries en bois, on a un parement de briques, on a travaillé même les espaces, les courettes, il y a un pavement au sol, donc voilà. C'est ce qui lui donne précisément cette terre étrange, et à la fois étrangement villageois, parce qu'il respecte aussi les typologies historiques, tout en introduisant des éléments qu'on ne perçoit malheureusement que trop rarement dans les constructions nouvelles. Et ça lui donne ce côté-là étrange.
Mais de fait, pour répondre au tout début à la question, en tout cas, est-ce que ce modèle serait reproductible? Les modèles, en tout cas, il n'y a pas de modèle. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est le CE qui va être déçu. Non, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'être des bonnes pratiques. Au plus proche d'un contexte et d'une attente, et aussi finalement d'un engagement assez fort dans aussi ce qu'on dessine, tout ça. Donc voilà, ça me métier. Bien. Laurent, tu veux remercier quelque chose? Merci beaucoup. Non, moi je n'ai rien à dire de plus que ce qui a déjà été très bien dit. Et je crois que ce projet il a une qualité qui est rare. Parce que quand on y est, quand on le regarde, eh bien il a une très grande diversité de toutes sortes. Mais surtout, il a une sorte d'évidence. Voilà, on est là, il est là, il est bien. Voilà. Et ça, je trouve que c'est rare et que c'est remarquable. Puis, il faut dire aussi que c'est un projet avec des moyens modestes, mais qui n'a rien de mesquin. Il y a des coups de hauteur, il y a un certain luxe dans l'architecture que vous avez su proposer. Oui, je vous laisse pour la photo. Il n'y a pas de photo. On remercie aussi tous les gens qui travaillent avec nous à TAC. Victor, Benjamin, Florian, Mathilde, et voilà. Moi, je cumule. Oui, deux micros. Deux micros et deux. En fait, le jury, avant que j'appelle M. Curvet, le jury a été confronté à une situation à laquelle il n'était pas préparé. C'est-à-dire que le prix du CIE, ça a été assez vite choisi. Et en même temps, il nous a semblé qu'il y avait plusieurs projets qui étaient sur un même territoire et que chacun de ces projets n'était pas forcément apte ou n'avait pas forcément beaucoup de chance pour avoir un prix. Mais que quand on associait ces projets, quand on les regardait sur leur territoire, alors là, il y avait quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que ces projets, ils sont sur une seule commune, c'est la commune de la Plaine-sur-Mer. Et donc, le maire, je ne le connais pas, mais s'il est là, bien sûr, il faut qu'il vienne. Avec son équipe, bien sûr. Bonsoir. Alors, je vais leur laisser la parole, bien sûr. Alors, tous vont être appelés les uns après les autres, mais moi j'ai une question, monsieur le maire, avant même que vous présentiez vos projets. C'est, dans le contexte actuel, on a du mal à penser qu'une commune de 3000 habitants, qui n'est ni au cœur d'une grande agglomération, ou qui ne semble pas avoir des ressources exceptionnelles dues à une entreprise ou une situation financière particulièrement favorable, puisse conduire des projets, autant de projets, des projets qui améliorent les services publics, qui améliorent l'espace public, qui améliorent la vie commerciale, qui améliorent la vie culturelle. Alors, monsieur le maire, quel est votre mystère? Comment un maire d'une commune de 3000 habitants peut-il faire autant de choses dans les conditions économiques, financières et politiques dont tout le monde dit aujourd'hui qui rendent très difficile la vie des communes? Difficile de répondre. Avant tout, eh bien, merci d'avoir retenu la commune de la Plaine-sur-Mer, mais surtout retenir, je dirais, parmi les 200 projets, les 3 projets de la Plaine-sur-Mer qu'on a vu apparaître d'ailleurs dans les projections de tout à l'heure. Donc, merci. Et après tout ça, je dirais,
comment dire, je sais pas, je pense, on va s'exprimer à plusieurs voix, mais c'est une réflexion de longue haleine. Ce travail ne s'est pas fait en un jour. Je dirais d'abord, ça a été la commune de la Plaine-sur-Mer, elle a un petit bourg qui a été fermé sur lui-même, une commune littorale, mais le bourg est éloigné de 2,5 km de ces 7 km de côte, et un bourg tourné plutôt sur l'intérieur des terres, donc ça s'apparente plus à un bourg rural. Et c'est vrai que la commune de la Plaine-sur-Mer, ce bourg n'était pas connu, il n'y avait pas obligatoirement une bonne image, mais pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais que je ne veux pas parler parce que j'en ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais l'idée était de dire, c'est le bourg de la Plaine-sur-Mer, c'était de faire en sorte de le rendre dynamique, attractif, qui soit vraiment le centre de la commune où on a envie de venir, on a envie d'aller sur le littoral, mais on a envie de revenir dans le centre-bourg. Voilà, c'était un petit peu l'idée, puis vraiment redynamiser, puisque quand on passait, je dirais, pas beaucoup de monde, parce qu'il passe 8000 voitures et 12 000 en été, je dirais, sur la place de la mairie, mais le centre-bourg était un petit peu plus au sud-ouest, on va dire, de cette place. Et quand on passait, on ne voyait pas le centre-bourg. Donc voilà, donc c'était essayer de redynamiser. Alors c'est un travail qui a duré 8 à 10 ans, une réflexion de très très longue haleine. Vous dites dans l'entretien que vous avez accordé donc au CIE et qui ouvre le recueil des prix, que toute cette histoire a commencé par la mairie. La première initiative, un des premiers jalons a consisté à refondre votre mairie. Alors tout à fait, le premier projet c'était la mairie. Alors difficile de concevoir, c'était l'extension, la réhabilitation et l'extension de la mairie, une petite mairie. On a, c'était la difficulté, c'était de pouvoir agrandir la mairie, concilier la mairie historique qui datait de 1863 avec, je dirais, comme il y avait beaucoup, une maison de maçons des années 60. Et des classes qui longeaient cette mairie, donc c'était de restructurer toute cette architecture, mais en même temps construire un étage où, je dirais, les fouilles, les fondements ne permettaient pas de faire n'importe quelle structure. Donc c'est vrai que ça a été, je dirais, une architecture moderne qui a été construite, qui a été conciliée avec le bâtiment ancien. Et puis est venu, je dirais, à suite de ça. À l'époque, vous avez même eu droit à la couverture d'une revue d'architecture nationale. Tout à fait. Il y a 15 ans presque. Alors c'était en 2005. Le projet a été construit en 2005. Et puis on a eu, à la suite de ça, en 2010, le recoupement des écoles. Donc je dirais peut-être M. Rodolo, que j'ai vu tout à l'heure, qui pourrait venir nous rejoindre, parce qu'il est l'acteur de 2 projets. C'était la restructuration de l'école en arrière de la mairie et l'îlot de la Peste. Et puis tant que j'y suis, je ne sais pas si Mme Trofillier est présente, et M. Chaumet pour la médiathèque, M. Chaumet pour la médiathèque, et Mme Trofillier pour l'office de tourisme. Voilà, non, mais à côté de ça, tous ces projets, alors, ils ont été construits séparément. Il y a eu une vision globale du développement de la commune, je dirais un horizon 2020 et 2030. On y retravaille à nouveau, parce qu'on a beaucoup travaillé avec le CAUE, et je remercie les services déjà en lien avec le CAUE à l'époque. Ils nous ont beaucoup aidés. Et je dirais aujourd'hui, malgré que nous avons, je dirais, dévolu notre commune à l'horizon 2020 et 2030, on se repose à nouveau des questions. On a refait travailler le CAUE, je dirais, pour réaliser un diagnostic. Et on voulait un regard neutre, et qui a repris, je dirais, le bourg et sa périphérie. Et on a un certain nombre de projets. Donc on voulait qu'il par ce diagnostic, mais nous faire réfléchir sur des possibilités, c'est-à-dire avec le centre historique et l'extension du centre-bourg, c'est de faire un centre-ville. On arrive, on n'a qu'un centre-ville,
Donc quelle synergie on peut avoir, comment on peut développer autant au sud, avoir vraiment une synergie à tout point de vue sur ce centre-ville. Mais dans ce cas-là, il faut grossir. Vous êtes dans une perspective de croissance toujours. Tout à fait. Moi j'étais Lumière, il y avait 1800 habitants. Aujourd'hui, on va avoir le recensement, mais on doit être entre 4005 et 4007. Et là, on se projette sur une orientation de 7000 habitants à l'horizon 2030. Donc voilà. Donc c'est la mer est à quoi? Donc la réflexion qui a été portée, qui a été menée, on n'est pas parce qu'on a un projet d'urbanisation. On est une commune du PRF qui se développe certainement le plus aujourd'hui en habitat. Et on a un projet de ZAC, d'ailleurs c'est là qui a été retenu, un projet de ZAC de 24 hectares. Et avant de faire ce projet, on s'est posé les questions, le développement de la population, quels équipements et quels services on a besoin. C'est-à-dire ne pas attendre, ne pas construire, je dirais, ne pas faire évoluer l'habitat, et après se poser la question quel équipement et quel service on a besoin. C'était d'anticiper ces équipements et services et ramener l'habitat dans un second temps. Alors d'autres équipements, bien sûr, à construire. Et donc, l'architecture, le rôle de l'architecture dans tout ça? Merci. C'est un combat, parce que en fait, M. Baillot, on a commencé l'école, et la première réunion, c'était l'école, elle ne doit pas être là. Monsieur le maire disait si, elle doit rester dans le centre parce que c'est un lieu de vie et d'échange, alors que la grande partie de la population souhaitait qu'elle soit mise en périphérie. Et donc l'enjeu a été vraiment de convaincre tout le monde et de proposer, puisque c'était une restructuration extension, d'apporter des solutions qui puissent faire l'unanimité. Et que tout le monde voit que l'idée de M. le maire de la conserver dans le centre avait sa justification. Il y a eu un débat sur l'école, mais si j'ai bien compris, il y en a eu aussi sur les commerces, puisque... Oui, quand on a commencé le projet des commerces, les commerçants n'étaient pas connus, donc c'est pas toujours plus facile. Mais donc il a fallu faire des cellules qui puissent s'adapter à toutes les possibilités. Et puis des enseignes de la grande distribution auraient souhaité des emplacements plus vastes en périphérie de la commune, mais vous avez plus ou moins freiné ce type d'initiative? Oui. Découragé? Pas encouragé? Non, on n'a pas du tout encouragé. Alors, autant on encourage le développement, on a une moyenne surface aujourd'hui, et on est en train d'encourager aujourd'hui, il va doubler sa surface. Par contre, je dirais, dans le plus, on lui interdit de développer une galerie marchande. Voilà. Donc il y a des petits outils pour empêcher les grandes surfaces. Tout à fait, c'était un jour, mais on a besoin. Alors, c'était pas, à l'origine, ça n'a pas été simple, parce que pour faire ces commerces, déjà, je dirais, je laisserai peut-être Annie en parler tout à l'heure, mais cette vision, tout le monde ne l'avait pas. Moi, j'avais ma vision, j'avais donné des orientations, comment je voyais, parce que je dirais, on a des espaces aussi importants à côté, ma vision de transparence que je voulais là-dessus. Et puis, ces commerces, eh bien, beaucoup n'y croyaient pas. Pour beaucoup, la Plaine-sur-Mer ne devait pas se développer. Je dirais, on a été surpris, c'est même, je dirais, nos jeunes élus qui étaient quasiment le plus opposés à l'origine à ce projet-là. Et pour eux, la Plaine-sur-Mer ne devait pas exister. Donc, j'avais de la misère à comprendre tout ceci. C'est arrivé au moment des élections aussi, je dirais, il y a eu une tension assez forte là-dessus, mais ceci dit, on a poursuivi notre chemin, j'étais convaincu de tout ça. Mais de faire adhérer ce projet, ça n'a pas été aussi simple que ça. Tout simplement, je pense que beaucoup ne comprenaient pas l'enjeu de ce projet. Et je vais peut-être laisser Annie plus en parler, qui est moi première adjointe. Bonsoir. Donc moi je parlerai plutôt du projet de la médiathèque qui nous a posé pas mal de soucis, surtout qu'il arrivait en fin de mandat. La médiathèque, on a voulu absolument qu'elle soit en centre-ville parce qu'on voulait que ce soit un lieu de convivialité et vraiment à ce niveau on a pleinement réussi ce projet. Et l'office de tourisme, on voulait aussi en profiter pour faire un lien entre le bourg qui s'avérait donc être nouveau avec ses nouveaux commerces et le bourg ancien. Donc on a, comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, on a enlevé des murs, on a créé une placette qui est très fréquentée
et qui fait donc parfaitement ce lien entre le bourg historique et le nouveau bourg. Voilà, ce sont des projets, c'est vrai que je suis élue moi aussi depuis 15 ans maintenant, et je dois reconnaître aussi que quand monsieur le maire nous a parlé de tous ces projets, on était tous un petit peu interrogatifs. Je faisais partie de celles qui quand même s'interrogeaient, parce qu'on avait un petit peu peur aussi de laisser le bourg ancien. Et puis, je peux le dire maintenant, parce que le bourg ancien avait quelques pas de porte qui se trouvaient bien sûr disponibles. Et à l'heure actuelle, ils sont tous pris. Et même, on a du mal à répondre à une certaine demande. Donc, on peut se féliciter de cette nouvelle dynamique qui existe sur la commune. Voilà, je crois que tous ces projets-là ont vraiment été un point extrêmement positif pour notre commune. Laurent Théry, fin connaisseur du Sud-Loire. Oh, certainement pas, mais moi je suis très frappé quand même, et je trouve très exemplaire ce qui se passe dans cette commune. Je trouve que, monsieur le maire, c'est vous qui évoquez le mot que je trouve le plus juste. Les élus ont besoin d'avoir une vision, c'est-à-dire pas forcément un programme, pas forcément des échéances immédiates, mais savoir où ils veulent aller, où ils veulent conduire leur territoire, leurs habitants. Et ça, à plusieurs reprises dans votre expression, vous avez vous-même parlé de cette vision qui était la vôtre et qui a alimenté votre travail, votre rôle d'élu pendant tout ce temps. Je ne vous connais pas, je ne suis pas en train de faire la publicité pour un maire que je rencontre aujourd'hui pour la première fois. Et donc ça me paraît essentiel. Et le deuxième élément qui est très vivant aujourd'hui, enfin une polémique, une difficulté au cœur de la question des villes, qui est la question du commerce. La dévitalisation commerciale des villes moyennes, des bourgs, au profit des périphéries. Et ça, c'est le cancer de nos villes. Cette prolifération des grandes surfaces à la périphérie, qui heureusement aujourd'hui connaissent elles aussi quelques problèmes, mais enfin quand même, il y a un urbanisme commercial qui n'a rien à voir avec une politique urbaine. Voilà, c'est un autre monde et qui est géré par d'autres gens et d'autres instances. Ici, vous avez réussi à imposer, et vous n'avez pas eu vous n'avez pas de moyens particuliers, vous n'avez pas de baguette magique. Non, vous avez voulu faire en sorte que le commerce de centre-ville puisse vivre, et voilà, et vous avez donc initié des rapports, des rencontres, et vous n'avez pas autorisé les commerces de périphérie, les grandes surfaces, à venir s'implanter sur votre territoire. Eh bien, monsieur le maire, simplement, bravo. Juste dire qu'on aurait pu faire l'erreur d'extérioriser, recréer un second bourg. Ça a été très facile. Je l'ai vu d'ailleurs. C'est plus rémunérant. On avait construit un projet. Il y a une réaction un petit peu de la population à cette époque, pas pour le projet en lui-même, mais c'était les commerces qui ne voulaient pas voir d'autres commerces s'implanter, je dirais les commerçants qui ne voulaient pas voir d'autres commerçants s'implanter. Mais du coup, on est tombé dans une période aussi où on commençait à voir les centres-bourgs se vitaliser, se dévitaliser. Et c'est vrai que c'était cette période-là, je dirais que ça fait un flash. Et puis je me suis dit, mais à un moment donné, on fait peut-être une erreur de penser comme ça, il faut peut-être repenser le projet autrement, et plutôt ramener les services et les équipements en extension de centre-bourg, y compris les écoles qui ont été critiquées. Mais pour moi, les enfants, c'est la vie, c'est la dynamique, ce sont l'avenir, nos enfants. Et on a pensé l'évolution dans ce sens, dans cette idée plutôt d'aller densifier, d'apporter une vie. Alors, souvent on a entendu dire, mais vous vous rendez compte, ça fait beaucoup de monde, c'est la sécurité, ça fait beaucoup de voitures, ça fait beaucoup de piétons qui traversent. Mais comme je dis, il y a beaucoup de monde, de toute façon on ne va pas vite, et je dirais la sécurité elle est que meilleure. Et puis pour moi j'étais toujours parti d'un principe, c'est la vie, c'est cette dynamique qu'il y a. Et puis aujourd'hui, eh bien, autant on peut remercier pour ce prix que nous avons aujourd'hui, mais le premier prix, moi je dirais, je le destinerai à notre public, à notre population et à tous les gens qui sont de passage sur la commune, parce qu'on a un retour extraordinaire de tout le monde. D'ailleurs, autant il y avait quelques oppositions, mais globalement la population dans ces projets-là s'est très peu exprimée. Je pense qu'ils étaient conscients qu'il fallait faire quelque chose, donc ils étaient entre deux, se dire est-ce que c'est pas ambitieux,
mais monsieur le maire a sans doute raison d'aller promouvoir sa commune. Donc la population s'est très très peu exprimée. Par contre, quand les projets sont sortis de terre, là, la population s'est exprimée et s'exprime encore. Et puis, je dirais encore tous les jours et tous les ans de passage. Et pour moi, c'est le premier prix, parce que c'est la première récompense que l'on peut avoir sur ces projets-là, par le retour de notre population et de tous les gens qui passent par la plaine. Bon, bien heureux. Bien, merci beaucoup. Et donc je vais appeler Olivier Dessin pour remettre le prix Loire-Atlantique Développement. Donc le dernier prix remis ce soir. Merci. Bonsoir et à nouveau. Donc je remets, et c'est un plaisir, de remettre ce soir le prix Loire-Atlantique Développement. Vous êtes ici dans les locaux d'un bâtiment qui, depuis maintenant février 2015, réunit tous les outils d'ingénierie qui ont été regroupés, non sans vent ou quelques tempêtes. Mais on voit la preuve ce soir, tous les mots agréables autour de la compétence et de l'expertise du CAUE, qu'il était utile et nécessaire de créer une agence, de regrouper des expertises, de valoriser des professionnels qui ont défini ensemble, et vous l'avez eu déposé sur vos chaises, une ambition qui s'intitule « Construire ensemble le cadre de vie de demain ». Et le projet qui vient de recevoir ce prix montre bien, et Laurent le soulignait, la vision indispensable qu'il faut en matière d'aménagement et de cadre de vie. Donc, vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir aussi parce que depuis 18 mois, l'ensemble de ces professionnels travaillent ensemble, travaillent mieux ensemble. On essaye au quotidien de renforcer la transversalité entre les structures qui sont toujours autonomes, indépendantes, mais qui apprennent à travailler en concertation. On a parlé beaucoup du CAUE, je voudrais aussi indiquer que Loire-Atlantique Développement porte aussi la politique départementale en faveur du tourisme, dont je salue la vice-présidente Françoise Améon, et qui contribue à l'attractivité et à l'économie du tourisme par la mise à disposition de ses compétences au service des élus locaux. Et on voit bien, monsieur le maire de la Plaine l'évoquait, combien c'est important. Et également l'aménageur historique du département, la CELA. D'aucuns se sont un temps étonnés de ce regroupement, mais chacun fonctionne dans le respect de son rôle, de ses missions et de son statut. Et c'est aussi ça, la traduction de ce prix ce soir, c'est qu'il a été possible que des collaborateurs avec des histoires, des entités, des cultures différentes puissent contribuer à s'accorder sur un message et choisir par un vote interne aux 120 collaborateurs un prix. Donc il s'avère que ce prix, je vais ouvrir l'enveloppe pour ne pas vous tromper quand même, est remis, va être remis, pardon, est décerné pour les espaces publics et la qualité des espaces publics de la ZAC du quartier de Certé à Trignac. Et je demande aux élus qui représentent à la fois les techniciens qui ont accompagné ce projet de bien vouloir me rejoindre ici.
Alors, adieu les tripodes. Adieu les tripodes, oui, depuis pas mal de temps maintenant. Deux tripodes de CRT. Les tripodes, 216 logements, pardon. C'est quand même un territoire, je dirais, qui a eu une vie compliquée. Le territoire sur lequel cette opération de renouvellement s'est opérée, sous l'égide de l'ANRU. Oui, tout à fait. Et avec, oui, une histoire complexe, récente mais complexe, il a fallu inventer beaucoup de choses à cet endroit-là. Bah, il a fallu, oui, tout réinventer parce que tout tournait autour des tripodes et des 216 logements qu'il a fallu donc reloger, enfin redevenir. Et des réseaux routiers. Comment? Et des réseaux routiers. Tous les réseaux routiers, oui, les déplacements doux, enfin, tout ce qu'on a réinventé, les filements piétons, enfin oui. Et puis un paysage aussi, c'est tout plat. C'est tout plat parce que c'est. Ah oui, là c'est plat. C'est un marais, c'est la fin de la Brière. Donc comment on peut travailler sur ce territoire-là sans que ce soit trop l'effet de nouveau quartier, en jouant de ses spécificités paysagères et de ses composantes? Je vais plutôt laisser répondre M. Guiton sur ses caractéristiques. Oui, mais si ça fait plaisir de vous entendre aussi. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en entrant de l'histoire d'un projet et d'un projet urbain. Quelques-uns ici étaient là au début, pas tous, mais on a vécu avec plus de 10 ans d'histoire pour recomposer ce quartier, avec évidemment les paysagistes et de MAP et nous in situ, dans une équipe assez soudée dans la composition. Et ce qu'on a essayé de faire, en fait, partir de effectivement cette image au préalable un peu peut-être âpre et difficile, c'est de tenter un récit qui soit un récit assez ambitieux, et avec une ambition portée aussi par un ensemble d'acteurs, et la Carène en particulier pour ce qui est des moyens, ce qu'il en faut. Et ce récit consistait finalement à partir des ingrédients qu'on a trouvés sur place, hein, notamment le relief qui n'existe pas, mais qui n'existait finalement qu'à travers ceux qu'on a fait tomber, qui étaient les détours, assez paradoxalement. Donc il a fallu retrouver finalement cet ingrédient évidemment du construit dans le paysage, mais aussi effectivement l'ingrédient de l'eau qui est la fleur de paysage. Territoire liquide. Oui, territoire liquide, mais territoire aussi vivant et vécu, et dont les atouts et les ingrédients étaient là sous la main sans forcément qu'ils soient mis en scène. Tout simplement parce qu'il y a X équipements de valeur avec... moi j'ai coutume de dire effectivement qu'on a sous la main dans 150 mètres de rayon à peu près tout ce dont on a besoin pour une vie, depuis la halte garderie jusqu'au collège, et ensuite l'arrêt de hélice qui nous emmène soit au lycée, à l'université ou à la gare TGV. Quand on raconte l'histoire comme ça, assez simplement, hein, je pense qu'on n'a pas été dans la complexité, même si c'est un sujet complexe, alors qu'on avait quand même effectivement 2 tours qui étaient vouées à la démolition, et une zone industrielle qui était aussi, en termes de paysage et de fonctionnalité en plein cœur de quartier, assez dur à vivre. Il a fallu raconter cette histoire, et c'est bien que certains y aient cru, notamment les plus anciens de l'histoire, et qu'aujourd'hui, une récompense qui est bon, on s'en fiche toujours un peu de récompense, mais quand ça arrive, on se dit quand même ça fait plaisir, quoi. Enfin, parce que c'est non, mais c'est parce que c'est le récit auquel on a mis nous beaucoup d'âme, beaucoup de corps, et qui a été capté par l'ensemble des acteurs, et au sein de la ville de la Carène, des services, voilà, plein de couches différentes. Il perdure, et il est encore pour quelques années à vivre d'ailleurs. Et moi j'espère qu'il faut tenir avec cette ambition dans le temps, et laisser aux autres aussi le soin de poursuivre. Je veux bien dire un mot en tant que vice-président de la Carène, puisque effectivement sur le territoire de Saint-Nazaire, nous avons eu 2 projets en rue, un sur Saint-Nazaire-Ville-Ouest et un sur Certé-Trignac. Et c'est vrai que la complexité de ces projets, le fait de devoir démolir des tours, de reloger des habitants dans un environnement d'entrée de ville pour Saint-Nazaire et de périphérie pour Trignac, tout ça, ça n'encourage pas forcément à s'occuper de l'espace public finalement. Hein. Et il y avait quand même une forme de traumatisme
aussi des habitants qu'il fallait gérer dans cette évolution. Et je me rappelle d'ailleurs avoir fait des déambulations avec la compagnie Corbeau-Quéry sur ces espaces-là avant qu'ils soient aménagés, avec les habitants pour aussi comprendre comment ils vivaient déjà à cet endroit-là et comment on pouvait rappeler aussi cette histoire. Et je crois que le fait qu'on ait su aussi s'occuper de l'espace public, alors qu'on avait peut-être d'autres préoccupations financières et de gestion de ce projet complexe, je crois que c'est aussi le témoignage qu'on a aussi réussi peut-être justement à parler, à faire vivre ce quartier comme il le fallait. Et c'est pour ça que ce soir, moi, je suis assez fier que la Carène, la ville de Trignac et l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce projet puissent être reconnus dans cette démarche. Et puis, pour simplifier, mais c'est un peu la tendance quand même qu'on peut voir quotidiennement, c'est que Saint-Nazaire à l'ouest, ça se développe tout seul, à l'est, ça ne se développe pas tout seul, Saint-Nazaire. Il faut y travailler, il faut y faire des projets, il faut y attirer les populations. C'est vrai que on a mené les deux projets en rue dans un calendrier à peu près identique, et que le contexte n'était pas du tout le même à l'ouest de la ville, près de la mer, et à l'entrée, encore une fois, de Saint-Nazaire et en périphérie de Trignac, dans un environnement commercial, post-industriel, enfin bon, c'était pas facile. Et aujourd'hui, quand on regarde ces deux projets qui ont avancé de manière un peu parallèle, je pense qu'il y a une réussite certes différente, mais une réussite pour les deux projets. C'est-à-dire qu'à la fois Ville-Ouest s'est développé, accueille aujourd'hui le nouvel hôpital, mais sur Sarté, on a aussi, y compris une dynamique d'habitants et de population qui est parfaitement conforme à ce qu'on attendait. Et les projets qui nous restent à traiter sont abordés de manière plus sereine, je pense, aujourd'hui, parce qu'on a recréé là un cadre de vie, un quartier qui attire la population. Hein, et au départ, c'était pas acquis, c'était pas gagné. Michel, comment tu te voyais opiner du chef J'opine parce que je pense que c'est facile à l'ouest qu'à l'est. D'abord, c'est un très beau projet, c'est une réussite. Par rapport aux autres interventions, peut-être que je peux rajouter la question de la coagulation des acteurs. Hein, on est là dans un projet qui est piloté par la communauté d'Ablo, sur un territoire communal, donc il y a besoin de mobiliser les élus communaux, qui sont des médiateurs, des relais, qui doivent intégrer le projet, qu'il a fallu, et l'équipe de maîtrise d'œuvre en a été vraiment le constructeur qu'il a fallu acculturer au projet urbain. C'est pas simple, hein, on voit bien que dans l'exemple précédent, le travail de long cours que représente d'obtenir une vision, de la construire, de l'élaborer, de la faire intégrer, et puis ensuite de la faire porter, de la mettre en œuvre. Sinon, il n'y aurait pas de loi, et il n'y aurait pas de notion de qualité architecturale, parce qu'on a pris pour habitude, et c'est d'aller de la création du CE d'ailleurs, pardon, c'était 2 ans plus tard, pour ici en Loire-Atlantique, mais c'est quand même la loi 67 qui a créé les CE, et puis c'est ça qui a dit que la qualité architecturale était d'intérêt public. Mais quand on y songe bien, une loi sur l'architecture, c'est quand même bizarre. Il n'y a pas de loi sur la musique, et il n'y a pas de loi sur l'écriture. Là, on serait vraiment étonné, on créerait au réalisme socialiste, ou à l'enchâssement des créateurs. Une loi sur l'architecture, et ça semble naturel à chacun. Mais parce que justement, l'architecture est prise dans ce réseau de contraintes, dans ce réseau contradictoire, et qu'une loi est nécessaire, et puis qu'elle est publique, que si on veut un livre, il faut aller à la médiathèque ou l'acheter dans une librairie, et qu'on peut écouter un morceau de musique sans avoir... on peut difficilement écouter un morceau de musique, sauf si un voisin nous gêne, mais sans avoir fait la démarche pour l'écouter, tandis que l'architecture, tout le monde y est exposé. Et contradictoirement, avec tout ce faisceau de contradictions. Et sur ce territoire-là, je pense particulièrement. Exactement. Et là, aujourd'hui, ça paye. Ça paye en ce sens que les espaces vides, ils sont vraiment des lieux occupés, des lieux de, comment on dit, de convivialité, mais plus que ça, des lieux d'usage. On se disait avec les élus de Trignac en arrivant que, effectivement, les gamins, ils vont prendre le goûter. Et ils sont là, ils y vivent, et ça se passe extrêmement bien. Et quand je dis c'est payant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de travailler à la restructuration de la grande pénétrante nord, 2 fois 2 voies, le long de la zone commerciale, enfin vous imaginez bien le topo, et tous les chevelus, les cheminements, les connexions, les agrafes qui ont été tissées, qui ont été mises en place, sont aujourd'hui une vraie chance pour ouvrir le quartier sur une nouvelle rue
qui va représenter l'entrée dans l'agglo, l'entrée dans la commune de Trignac. Donc vraiment, je peux vous garantir et vous invite à venir vous promener dans ce quartier. Il y a vraiment quelque chose là qui a pris corps, qui a pris âme. Je voulais rajouter le petit mot du paysagiste qui a dessiné les espaces publics. Qui plante ou qui plante pas Qui ne fait pas que planter, puisque là, il était quand même question de constituer une trame d'espace public qui était absente, puisque Trignac, c'est une commune qui s'est développée plutôt au nord de Certé. Et Certé, c'était des zones artisanales, des bunkers de la guerre, les 2 tripodes, un tissu pavillonnaire coincé entre la voie ferrée Méan et puis le marais de Brière. Quand on était rentré dans la raquette, on pouvait en sortir. Voilà. Et donc un projet mené par 2 maîtres d'ouvrage opérationnels, la CELA et la ville de Trignac, donc 2 maîtres d'ouvrage très engagés dans ce projet, pour faire 600 logements, 10 hectares d'espace public, quand même. Le projet en rue a permis quand même de développer des espaces publics qui étaient ceux de la rue et ceux du jardin privé avant, en tout cas qui permettaient de donner cette ambiance-là. Et on a dû concevoir des équipements sportifs parce que le centre de Certé, finalement, c'est le groupe scolaire qui est l'équipement phare du quartier. Et on a construit le projet autour du groupe scolaire, avec un parvis, un parc qui s'y déroule vers le sud, le long de la voie ferrée, sur les parties où les collectifs ont été plutôt placés de part et d'autre du parc, pour avoir de la lumière, du vis-à-vis assez lointain, des vues aussi sur Saint-Nazaire et ces zones de chantier. Et la mer à travers ces plateaux en construction. Et on voit la mer depuis le parc Océane. Donc un projet où il a fallu tisser ces espaces publics à travers les opérations qui ont été menées par des opérateurs qui ont aussi joué le jeu avec des îlots plutôt ouverts, des continuités assez larges sur tout ce territoire qui s'est maillé et qui a su aussi devoir se tisser avec l'existant, puisqu'on a des zones pavillonnaires un peu qui sont développées sur toute la périphérie du projet, plutôt à des opérations opportunistes qui ne donnent pas forcément de la qualité a priori quand même à l'environnement. Donc le challenge était de faire un cadre de vie aux nouveaux habitants et aux anciens habitants pour les réunir et faire que Certé devienne un quartier à vivre et où les gens se rencontrent assez spontanément. Merci. Un mot ? Bonsoir, Nathalie Prima, je suis adjointe de communication à la mairie de Trignac. Donc, je voulais tout d'abord excuser Claude Aufort, maire de Trignac, qui n'a pas pu se rendre disponible ce soir. Il aurait beaucoup aimé parce qu'il est très amateur d'architecture et amateur éclairé. Donc nous le représentons ici ce soir et je voulais profiter de ce moment pour, en dehors de tout ce qui a été dit côté architecture, côté paysage, bien-être dans la ville, etc., profiter de ce moment pour dire qu'il s'agit aussi pour nous d'un très grand moment en termes de communication, puisque un prix comme celui que nous recevons ce soir et pour lequel nous remercions tous les acteurs qui ont choisi Trignac, c'est aussi un étendard pour notre communication, c'est un étendard auprès de la population. Nous avons encore beaucoup à faire pour convaincre sur de nouveaux projets, sur une architecture aussi qui va être à travailler sur la ville. La population est réceptive, mais pas obligatoirement intégralement à tout changement. Donc un prix comme celui-ci, c'est vraiment pour nous un trésor. Et vraiment, nous vous remercions très sincèrement de nous l'avoir octroyé ce soir. Merci. Il y a désormais une jolie collection d'architecture à Trignac. La Coton-Vassaille, il y a des grands noms d'architecture française qui ont travaillé à Trignac. Tout à fait, et ce n'est pas terminé. Nous avons un cabinet d'architecture qui nous accompagne et qui travaille très très bien, qui va, je l'espère, continuer à travailler avec nous sur des très gros projets. Nous avons vraiment une ambition très forte pour Trignac. Juste un mot pour terminer sur la carte du tourisme, puisque effectivement on a parlé de la partie ouest de l'agglomération avec bien entendu les plages, avec le côté balnéaire.
qu'on n'a pas forcément sur Trignac, mais par contre sur Trignac nous allons aussi jouer la carte du tourisme parce que nous avons ce que n'a pas Saint-Nazaire-Ouest, nous avons la Brière. Saint-Nazaire est aussi limitrophe du parc. Limitrophe. Tout le monde sera d'accord. Limitrophe. Oui, tout le monde sera d'accord. Merci. Merci beaucoup. D'abord, bravo à tous. Et puis, ce prix a été remis. Je ne l'ai pas mentionné en introduction pour laisser les débats se faire, mais je tiens à saluer aussi le rôle de la CELA qui a accompagné la réalisation de ce projet, puisque c'était une concession qui a été confiée par la ville et puis la Carène, et saluer ainsi le travail des collaborateurs de Loire-Atlantique Développement CELA. Et notamment Mathieu Repère me citant, vous pouvez l'applaudir les uns et les autres. Qui ne voulait pas monter? Juste avant de passer la parole à Philippe Grosvalet, remercier toutes les équipes de Loire-Atlantique, celles évidemment du CNUE, et Delphine a été saluée, mais Christophe Boucher qui a fait un travail remarquable, accompagné par l'ensemble de l'équipe du CNUE. Remercier également les personnes de l'accueil et du GIE qui permettent que cette soirée se déroule dans de bonnes conditions. Et espérer qu'en 2019, parce que ça a été annoncé, c'est une biennale, il y aura donc un nouvel appel à candidature pour favoriser, mais je cède la parole à Philippe Grosvalet pour les mots de conclusion avant l'apéro qui va suivre. Qui reste là, c'est sur mon compte. Ah oui. Bien. Je voudrais saluer la jeune artiste, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, bon, merci à toutes et à tous. Je pense qu'un compliment vaut souvent par ce qu'il dit, mais il vaut autant par celle ou celui qui le prononce. Donc merci Laurent de ce que tu as dit. Je connais à la fois ta rigueur, ton exigence et donc ta sévérité dans cette forme particulière qu'est l'urbanisme ou l'architecture, et donc les compliments que tu as prononcés, ou pour le CIE, ou pour la commune de la Plaine, nous vont droit au cœur. Alors, tu as parlé de diversité. Lorsque vous savez, on vit dans un moment où on voudrait donner une singularité à chaque chose, à chaque territoire, à chaque moment de la vie. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui vous singularise? Qu'est-ce qui fait, au fond, on va même jusqu'à penser qu'on pourrait donner une identité, parfois, à des pays, à des territoires, à des périodes de l'histoire. Et quand on me pose la question, nous qui sommes voisins des Vendéens, mais quelle est l'identité de la Loire-Atlantique? Je réponds systématiquement, sa diversité. C'est dur de faire vivre la diversité dans le temps. Ça pourrait même, Laurent, être une forme de vision de faire perdurer la diversité. À quoi ça renvoie, la diversité? Ça renvoie au fond au triptyque de la République, parce qu'en matière d'urbanisme, d'architecture, de paysage, c'est-à-dire ce qui est constitutif de notre univers, de celui dont nous avons hérité, mais aussi de celui que nous allons transmettre aux générations futures, et surtout de celui dans lequel nous vivons, et donc que nous construisons. Cette diversité, elle permet d'abord la liberté de choisir justement l'univers dans lequel nous vivons. Elle permet aussi l'égalité. Cette réalisation que je découvrais à Mauves, et les coûts de production qui étaient évoqués, eh bien cela permet à chacun de pouvoir vivre dans le bon, de pouvoir être égaux dans cette capacité à habiter un lieu, une commune, un territoire. Et puis, moi qui arrive de Palestine,
Quand on n'est pas capable de faire vivre la différence, c'est-à-dire la diversité, eh bien cela amène à la guerre. Donc ça oblige la diversité. Ça oblige à accepter la différence. Moi, j'ai été frappé des images, de la succession de ces images, de communes, de réalisations, de bourgs, de bâtiments. Cette capacité à assumer la différence, en s'inscrivant dans l'ancien, dans ce dont nous avons hérité, en s'inscrivant dans le paysage. Celui-là, nous l'héritons de la terre. De pouvoir affirmer aussi fort la différence, qui pour certains pourrait être choquante, et qui pourrait être un synonyme de rejet. De faire en sorte que notre univers, l'univers que nous créons, puisse afficher en permanence cette capacité à affirmer la différence, mais la capacité à vivre ensemble. Au fond, c'est une valeur extraordinaire. Et l'architecture, l'urbanisme, les paysages que nous construisons doivent être le reflet, au fond, de la vision, tu parlais de vision, de la vision que nous avons. Moi, je toujours considéré en politique, je n'ai jamais distingué la forme et le fond, c'est-à-dire le sens que l'on donne aux choses. Eh bien, c'est ce que nous faisons, c'est ce que vous démontrez chaque jour, de construire, justement, cette vision que nous avons, ce sens que nous donnons tout simplement à la vie et à l'humanité, et que nous ayons cette ambition commune de vivre dans des espaces qui nous ressemblent, qui ressemblent aux valeurs que nous défendons, eh bien, je crois que c'est tout simplement une satisfaction, en tout cas pour un responsable politique, de voir que la Loire-Atlantique, à la fois dans cette diversité, est fidèle à son héritage, à ce que nous a légué la nature, à ce que nous ont légué nos prédécesseurs, Trignac et Forges, l'histoire industrielle, mais aussi elle est fidèle à son avenir. Et elle crée les conditions justement que pour les générations futures, eh bien, elles puissent continuer de se référer, un cadre de référence à ce qui fonde les valeurs sur notre territoire, c'est-à-dire la capacité à vivre dans la diversité. Donc bravo à toutes et à tous et continuons de faire vivre la diversité en Loire-Atlantique. Merci. Avec Laurent, Christophe, Jean-Louis. Je vous propose que ça doit tenir sur l'estrade, on va enlever la table.
Eric Provo, devant. Passe devant avec le prix et la photo. Et qui a la troisième photo? Elle est là-bas. Mais tu la montres aussi, il faut les mettre devant les photos. C'est ça? Allez, voilà. On va voir un coup. Attention, lumière. Pendant la photo, pour ceux qui restent, on prépare le moment de convivialité auquel vous êtes chacun invité à participer et on vous remettra la publication du CME qui est en train de sortir des cartons.